Bonsoir les amis, je voulais vous faire un petit point de situation par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Pour ça je voulais remonter un peu dans le temps et voilà, on remet une carte en fait du 15 mars. Et ce qu'on peut constater à l'époque, c'est que vraiment les Russes menaient une offensive en fait sur tout l'est de l'Ukraine. Et on voit vraiment que ils étaient aux portes de Kiev et qu'ils menaient une offensive sur plusieurs axes en fait pour réussir à prendre Kiev. Alors malheureusement pour eux, cette offensive n'a pas fonctionné. Ils ont été obligés de battre en retraite. Et ce qu'on peut constater, c'est que voilà, ils avaient vraiment lancé une offensive pour prendre tout l'est de l'Ukraine. Et puis on va voir la situation. Pratiquement un mois et demi plus tard, bah, ils se sont reconcentrés en fait sur le Donbass où ils étaient déjà au début du conflit. Et puis ils ont réussi un objectif pour eux qui était de sécuriser en fait voilà, cette zone ici, le nord de la Crimée, et puis à relier en fait la Crimée au territoire russe. On voit que Mariupol, il y a plus qu'en fait une zone industrielle, voilà, qui est cette zone industrielle là qui résiste. Elle fait quand même à peu près 9 km², c'est quand même une zone assez grande. Et puis les Russes bombardent surtout cette zone parce que voilà, s'ils rentrent, ça va être des combats bâtiment par bâtiment où ils risquent de perdre beaucoup de soldats. Je pense qu'ils essaient plutôt d'avoir une reddition ukrainienne. Au niveau de l'offensive, en fait, sur le Donbass, on voit que, notamment sur l'axe d'Izium, là, ils arrivent à avancer. Ils prennent du terrain, même si ils avancent doucement. Et puis, sur tout le reste du Donbass, c'est plutôt du bombardement d'artillerie pour nettoyer, en fait, tout sur place. Mais, euh, voilà, en fait, ils rasent aussi tout ce qu'ils vont prendre. Donc, quand ils vont prendre un village ou une ville, c'est des endroits qui sont totalement rasés. Les Ukrainiens essaient de résister comme ils peuvent. Puis ce qu'il faut dire quand même, c'est que le temps joue plus en faveur des Ukrainiens parce qu'ils sont en train d'être livrés par le temps qui au début du conflit livrait en fait surtout bah, des manpads ou des missiles anti-chars. Et actuellement, donc ils reçoivent du matériel lourd, que ce soit des tanks, de l'artillerie, des pièces détachées pour les avions, des drones. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes, ils ont déjà perdu beaucoup de matériel dans cette guerre. Ils ont actuellement perdu plus de soldats en fait que durant toute la guerre d'Afghanistan. Donc c'est vraiment une guerre d'autre intensité. Et même si l'OTAN se bat pas sur le terrain, indirectement, enfin tout l'armement qui arrive, c'est l'OTAN qui est en train de fournir euh, de, de, de l'armement en fait aux Ukrainiens et aussi tout le renseignement. Donc vraiment les Ukrainiens se battent avec les moyens de renseignement de l'OTAN. Donc ils ont tous les plans satellites où ils reçoivent des informations. On peut notamment penser aux deux bateaux russes qui ont été coulés. Et on peut se dire que sans l'aide de l'OTAN, très probablement les Ukrainiens auraient eu de la peine à abattre en fait ces deux navires. Donc là, actuellement, un point crucial, ça va être le 9 mai, parce que Poutine, il avait dit que la guerre allait, son opération spéciale allait se finir le 9 mai. Actuellement, alors il pourrait le faire en conservant bah, justement les territoires qu'il a déjà acquis, et puis de dire un peu que la guerre est finie, et puis simplement se contenter de défendre ses territoires, voire menacer d'utiliser l'arme nucléaire si la guerre continue. Par contre, si ce conflit commence à s'enliser, qu'il n'y a pas de fin des hostilités, ça risque de tourner plutôt à l'avantage de l'Ukraine parce que économiquement, est-ce que la Russie a les reins assez solides pour tenir une guerre sur la durée? Et puis aussi au niveau de l'industrie d'armement russe, est-ce qu'ils arriveront voilà, à continuer à mener cette guerre parce qu'on sait qu'il manque de certaines munitions, notamment de précision, qui fait qu'actuellement, en fait, les Russes utilisent très peu leur aviation parce qu'ils sont obligés, comme ils utilisent des bombes en fait non guidées, ils sont obligés de descendre en fait à basse altitude pour pouvoir bombarder, ce qui les met à portée des missiles en fait portables antiaériens. Actuellement, les Russes ne font pas voler leur aviation partout en Ukraine et plutôt ils utilisent lorsqu'ils peuvent des bombes guidées, ce qui leur permet de bombarder à distance ou à très haute altitude. Mais ils hésitent maintenant à envoyer leur aviation parce ils ont perdu beaucoup d'avions, y compris des avions très modernes. Donc ils ont plus cet avantage d'avoir la maîtrise du ciel en fait, quoi. On sait qu'il y a encore de la défense antiaérienne ukrainienne aussi qui fonctionne, en plus des manpads.
On a vu ces derniers jours, on voit pratiquement plus d'avions volés et puis des hélicoptères encore moins, quoi. Donc voilà la situation actuellement. C'est un peu difficile de dire ce qui va se passer. Il va falloir attendre ce 9 mai. Et puis c'est vrai que les Ukrainiens actuellement ils résistent et ils résistent plutôt bien. Mais est-ce que d'un moment à l'autre ils peuvent s'effondrer et puis les Russes pourraient par exemple créer une poche en fait dans toute cette zone et bloquer une grosse partie de l'armée ukrainienne qui se bat ici au Donbass. Voilà, c'est difficile de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que plus le conflit dure et plus ça risque de tourner en faveur d'Ukraine, vu tous les soutiens en fait qu'ils ont, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite mise à jour et puis au plaisir de vous revoir en fait sur un live d'El Loco ou chez El Lucas au Magenta. Bonne soirée les amis.